Bonjour Paul Poulain. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es cofondateur d'Émancipation Collective, une association d'éducation populaire, et tu travailles aussi dans un bureau d'études en sécurité incendie et dans la maîtrise des risques industriels. C'est d'ailleurs une des seules structures françaises capables de véritablement évaluer les risques incendies, notamment des sites industriels et tertiaires. C'est justement un incendie qui est à l'origine de l'incendie survenu à l'usine de Lubrizol de Rouen. Il y aura un an, le 26 septembre prochain. C'est un incendie aussi qui est à l'origine de l'explosion, cette fois, du port de Beyrouth au Liban le 4 août dernier. Alors aujourd'hui, toi et beaucoup d'autres, vous publiez une tribune disponible sur le site de Regard qui s'intitule « Notre maison brûle et nous ne regarderons plus ailleurs » et qui appelle à une prise de conscience collective, à une autodéfense sur ces sujets-là, à une prise de conscience collective des dangers que nous encourons et à des prises de décision immédiates pour éviter d'autres catastrophes. Dans la tribune, vous parlez de 500 000 sites, usines, fermes ou entrepôts à risque, quand seulement 41 000 sont véritablement inspectés. Lubrizol, par exemple, ils étaient inspectés? Lubrizol est un site Seveso, donc un des 1300 sites Seveso en France. Donc oui, ça fait partie des sites qui sont les plus inspectés. Le problème, d'après l'enquête parlementaire dont le rapport a été publié en juin, viendrait d'un incendie chez Normandie Logistique, une entreprise voisine, qui se serait propagée chez Lubrizol et aurait entraîné un incendie conséquent. Et eux, ils n'étaient pas inspectés? Eux n'étaient pas inspectés car ils font partie des 459 000 sites soumis à déclaration en France qui ne sont jamais inspectés, sauf en cas d'accident, en cas de demande des élus ou de la population locale. Du coup, admettons qu'ils aient été correctement, enfin ils aient inspecté du coup les usines autour de l'usine Lubrizol de Rouen et qu'on ait considéré que c'était trop dangereux, que l'implantation et que le voisinage était trop dangereux. Du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu fermer les usines en question, c'est-à-dire tout le voisinage, alors même que certaines de ces usines, à commencer par Lubrizol, ils produisent des choses qui sont nécessaires, en l'espèce des lubrifiants pour les voitures. Ou est-ce qu'il fallait, j'imagine que la délocalisation, c'était pas envisageable, déplacer le problème en Pologne ou je ne sais où, c'est pas envisageable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait en fait pour prévenir ces risques? Tout le sujet est d'appliquer la réglementation. La réglementation française est vraiment bonne, à quelques détails près où on peut encore progresser et on progressera en fonction des futurs accidents. Mais le problème est que la réglementation n'est pas bien appliquée en France. Il y a de nombreuses explications, je vais y venir, mais sur le cas de l'accident de Lubrizol, l'enquête parlementaire a évoqué justement que ce qui aurait pu être fait et qui aurait évité ce type d'accident, c'est que l'entreprise Normandie Logistique soit équipée de systèmes de sécurité incendie, notamment de systèmes d'extinction automatique ou de compartimentage avec des murs coupe-feu, permettant d'éviter que l'incendie de Normandie Logistique aille chez Lubrizol. Pour que cela soit mis en œuvre, l'enquête publique du gouvernement sur la mise à jour de la réglementation sur les risques technologiques devrait annoncer autour de la date du 26 septembre pour les 1 an, justement que les sites à déclaration soit justement étudié vis-à-vis des flux thermiques potentiels vers l'extérieur pour les sites stockant plus de 500 tonnes de combustible comme Normandie Logistique et qu'ensuite ils s'équipent de systèmes de sécurité. Donc là-dessus, il y a vraiment une belle avancée gouvernementale à cause de l'accident dramatique de Lubrizol. Donc c'est une bonne avancée. Mais ça ne suffira pas, car il manque tout ce qu'il y a à l'intérieur du rapport sénatorial où des députés socialistes et des sénateurs socialistes et des sénateurs républicains se sont mis d'accord pour dire que depuis 40 ans, la maîtrise des risques technologiques en France met en danger la population et l'environnement. C'est quand même très fort. Et le problème de cette mise à jour de la réglementation, c'est qu'elle est très bien, mais si elle n'est pas appliquée, ça ne changera rien. Pour qu'elle soit appliquée, il y a plusieurs solutions. La première, c'est d'augmenter le nombre d'inspections. Car en France, l'année dernière, on a eu aux alentours de 18 000 inspections, mais que 9 000 sites ont été inspectés, car certains le sont plusieurs fois.
C'est des inspecteurs publics, enfin des fonctionnaires de l'État? Exactement, ce sont des inspecteurs et des inspectrices qui font partie de la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui inspectent les sites pour vérifier qu'ils respectent la réglementation. Et en l'occurrence, sur les 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement, l'année dernière, uniquement 9 000 ont été inspectées. C'est bien sûr pas suffisant, il faudrait inspecter très rapidement les 459 000 installations classées pour la protection de l'environnement qui sont soumises à déclaration comme Normandie Logistique. Sans ça, un industriel pourra ne pas être au courant de la nouvelle réglementation ou un entrepôt logistique, une exploitation agricole, mais également se dire dans une logique de profit, je vais jouer car il y a peu de chances statistiquement que l'accident soit chez moi. Mais on voit bien ce que ça donne. L'année dernière, on a eu 1089 accidents technologiques en France. Donc à peu près 3 par jour, incendie, explosion ou pollution toxique. Il faut absolument changer ça. Alors, c'est juste, qu'est-ce qui empêche les entreprises de prévenir ces risques? C'est juste une question de coût? C'est juste une question... Parce que j'imagine que tu parlais de murs par feu, etc. J'imagine que ça coûte cher. Ah, c'est des budgets vraiment conséquents. Donc c'est dans la logique de compétitivité pour une entreprise. Elle va chercher à diminuer ses frais fixes, donc à éviter d'avoir des systèmes de sécurité. Après, dans une logique assurantielle, certains sites vont bien plus loin que la réglementation pour se protéger néanmoins. Mais c'est les sites les plus gros et ces sites sont protégés, mais on voit bien comme Lubrizol, c'est une des entreprises qui a investi le plus en sécurité incendie les 5 dernières années. Ça n'a pas empêché l'incendie à cause d'un incendie qui s'est passé à côté. Il faut sortir des cas spécifiques et avoir une vision globale de la maîtrise des risques technologiques. Et est-ce qu'on estime parfois que pour certains sites, le risque est trop important et que on doit nécessairement fermer l'usine? Est-ce que ça peut arriver ce genre de choses ou est-ce qu'à chaque fois on trouve en gros des pare-feux pour permettre à l'usine de continuer son activité? Ou est-ce que parfois il faudrait juste changer d'activité? On pourrait le faire par rapport au corpus réglementaire actuel, mais l'autorité de la maîtrise des risques technologiques dépend du préfet. Et le préfet est toujours en train d'arbitrer entre le développement économique de son territoire qui est en concurrence avec d'autres territoires et la sécurité de la population. C'est dramatique, c'est la raison pour laquelle actuellement des partis comme la France Insoumise sont en train de travailler sur une proposition de loi pour la création d'une autorité de sûreté indépendante des installations classées pour la protection de l'environnement, inspirée de ce qui s'est passé dans le nucléaire et qui, même si on peut critiquer le fonctionnement de l'ASN, on peut voir quand même que dans l'histoire de la sûreté nucléaire, la création de cette autorité a été une énorme avancée et j'espère que la même chose va se passer pour les installations classées pour la protection de l'environnement. Alors, à Beyrouth, le 4 août dernier, la cause de l'explosion, c'est le nitrate d'ammonium. Vous en parlez dans votre tribune. Vous dites même que l'agro-industrie française en consomme 8% de la consommation mondiale, de la production mondiale, pardon. C'est énorme. Ça sert à quoi exactement le nitrate d'ammonium? Et si son stockage est si dangereux, est-ce qu'on peut l'éviter? C'est une très bonne question. 80% du nitrate d'ammonium est utilisé dans l'agriculture en tant qu'engrais chimique et 20% pour créer des explosifs pour notamment le bâtiment, les carrières, mais également pour l'armée. Donc pour la partie 20%, c'est très compliqué à modifier. Par contre, pour les 80% restants, le nitrate d'ammonium est agricole et est explosif, mais pas considéré comme explosif. Je vais y venir. L'Orange Book, qui est le livre de l'Organisation des Nations Unies sur les matières dangereuses, évoque que le nitrate d'ammonium agricole est un comburant, mais pas un explosif. Et le problème vient de là, scientifiquement c'est vrai, mais par contre à partir de 0,2% de matière organique, de la poussière de paille ou de la vapeur d'eau, le nitrate d'ammonium agricole se retrouve dans une situation explosive. Donc à cause de cette décision de l'ONU, les États ont réglementé différemment le nitrate d'ammonium des explosifs, mais depuis ça a beaucoup changé. Par exemple, en Irlande, depuis les années 70, le nitrate d'ammonium en tant qu'engrais est interdit. C'est le cas dans 7 pays européens. Et pour les pays qui ne l'interdisent pas, ils réglementent bien plus que la France. En France, vous êtes
réglementé à partir du moment où vous stockez plus de 500 000 kg de nitrate d'ammonium agricole. Aux États-Unis, depuis 2014, c'est 454 kg. 454 kg, 500 000 kg. L'écart est énorme et c'est à cause du risque d'explosion, mais également du risque terroriste, que certains pays décident d'interdire le nitrate d'ammonium ou de le réglementer fortement. On a des endroits où on stocke l'équivalent, enfin un peu moins j'imagine du coup, de 500 000 kg. Alors on a 177 sites qui stockent en France plus de 500 000 kg de nitrate d'ammonium. Les plus gros stockages sont chez Yara à Ambès et à Montoire de Bretagne. À Ambès, ils sont autorisés à stocker jusqu'à 68 000 tonnes de nitrate d'ammonium, 25 fois plus qu'à Beyrouth. S'il y avait une explosion, ce serait catastrophique car ça toucherait Bordeaux qui se trouve de mémoire une vingtaine de kilomètres. Mais quand on voit la puissance d'une explosion, ne serait-ce qu'à Beyrouth, on imagine bien l'impact que ça pourrait avoir sur une ville comme Bordeaux. Je rassure quand même les personnes qui nous regardent et qui habitent autour de Bordeaux, ce site-là n'est pas mis en demeure par l'administration par rapport à la protection vis-à-vis du risque d'explosion. Les mises en demeure qui existent sont sur la pollution de l'air et sur la pollution de l'eau, ce qui est dramatique car ils ne respectent pas la réglementation là-dessus. Mais il faut bien faire attention à ne pas tout mélanger. Un site qui est mis en demeure, c'est par rapport à une rubrique des 4000 rubriques des installations classées pour la protection de l'environnement. Mais néanmoins, moi ce qui m'inquiète, c'est comme à Beyrouth, si un site autour, soumis à déclaration qui n'est jamais inspecté, brûle ou explose et entraîne un effet domino sur le stockage d'Ambès, ça aujourd'hui nous ne pouvons pas le savoir et c'est ce que nous demandons avec l'appel qui a été signé par à peu près tous les partis politiques de gauche, quasiment toutes les associations environnementales qui traitent des sujets, des risques technologiques, mais également des gilets jaunes, des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de faire le travail que l'État ne fait pas aujourd'hui, ce qui permettra de s'auto-former collectivement entre les personnes qui ont des informations sur les risques technologiques dans les associations environnementales et également les syndicats de travailleurs et travailleuses qui connaissent mieux que quiconque leur métier. Et c'est vraiment ça qu'on cherche à faire, c'est développer en local des réflexions en enlevant les clivages politiques, associatifs, syndicaux. Et on voit que l'appel a été signé de manière très large. Si on arrive le 26 septembre à 14 h devant tous les sites Céveso possibles et les installations nucléaires à se retrouver pour travailler ensemble, je pense que c'est une bonne chose quand on parle d'un front populaire d'écologie sociale. Sans travailler ensemble en amont, il sera très difficile ensuite de s'entendre d'un point de vue politique. Et donc là, du coup, par exemple, en l'espèce, quand on parle du nitrate d'ammonium, toi, tu imagines que l'objectif de cette autodéfense collective et locale, ce serait de proposer une alternative au nitrate d'ammonium ? Exactement. Le nitrate d'ammonium agricole, contrairement au lubrifiant automobile, nous pouvons nous en passer très rapidement. Car en passant en agroécologie, et en agriculture paysanne, nous passerons petit à petit des engrais chimiques dont le nitrate d'ammonium fait partie et nous supprimerons le danger, le risque également à la source. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, mais ça nécessite de repenser totalement également le travail. C'est ça qui est vraiment intéressant sur le sujet du nitrate d'ammonium, car les travailleurs et les travailleuses qui travaillent sur ces sites produisant du nitrate d'ammonium sont les premiers qui font face aux dangers d'explosion, mais également aux pollutions de ces sites, et ça leur permettrait d'aller sur des métiers avec des conditions de travail plus avantageuses, notamment dans l'agriculture, avec justement une transformation du modèle agricole qui créerait de l'emploi bien plus que les destructions d'emplois sur les sites agrochimiques. Ça nécessite également un accompagnement vis-à-vis de la formation professionnelle, mais ça, de nombreux chercheurs et chercheuses ont travaillé sur le sujet. Mais ça nécessite aussi de repenser le modèle éducatif avec une éducation à l'environnement bien plus poussée par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, mais qui nécessite aussi la diminution du nombre d'élèves par classe, mais également des méthodes pédagogiques qui sortent d'un registre descendant pour aller vers des pédagogies comme Freinet par exemple, avec un modèle beaucoup plus participatif qui permettrait d'impliquer beaucoup plus les élèves, quel que soit leur capital économique, social ou culturel.
Alors j'ai une dernière question, Paul. Tout ce que tu racontes, ça va être tous les risques que tu avances, ça va être aggravé par le réchauffement climatique, mais aussi par la crise économique qu'on va se prendre dans le nez après la crise du Covid, et qui va nous emmener qui va nous amener sûrement à baisser la garde dans de nombreux domaines, dont ceux liés à la prévention des risques, s'il n'y a pas une prise de conscience massive sur le sujet. Est-ce que, honnêtement, il y a des risques que ça pète encore ? Et ma question est en fait celle de la confiance. À t'écouter, on dirait qu'il ne faudrait presque plus faire confiance ni à l'État qui remplit pas véritablement son rôle, comme tu l'as dit, ni aux entreprises privées qui font en fait fi des risques élevés qu'il y a parfois sur certains de leurs sites. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ce déficit de confiance qui peuvent amener à des choses dramatiques? Effectivement, moi je ne fais pas confiance ni en l'État ni en les entreprises privées. C'est pas pour ça que je suis en totale méfiance également. C'est gris, ni blanc ni noir. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut s'auto-former et faire de l'éducation populaire dans une logique horizontale pour discuter collectivement de ces sujets, se partager des connaissances sans dépendre de l'État ou des entreprises privées. Par rapport au dérèglement climatique, tu le disais, c'est très important d'avoir ça en tête. L'année dernière, on a eu 1089 accidents technologiques en France, mais on n'a pas eu d'énormes catastrophes climatiques. On en a eu, mais c'est que le début par rapport à ce qu'on va connaître dans 10-20 ans, quand on regarde tous les rapports environnementaux possibles. On va avoir de plus en plus d'incendies. On va avoir des inondations beaucoup plus importantes qui vont déverser des rétentions qui n'ont pas été prévues à cet effet et vont entraîner des pollutions comme celle qui a eu lieu en Bretagne cet été, qui a privé 168 000 personnes d'eau potable. Et ça, ce n'est que les prémices de ce qui peut se passer. Je ne parle même pas de l'étude qui est parue la semaine dernière sur le risque de séisme, qui évoquait qu'une faille jugée inactive dans les études sismologiques s'est réveillée en fait l'année dernière au Teil, en Ardèche, à côté d'une centrale nucléaire. L'étude est parue au CNRS il y a une semaine, et donc la carte des séismes en France est totalement à revoir. Il faut sortir aussi de la logique, sans tomber dans la panique, il faut sortir de la logique que l'humain maîtrise tout. On l'a bien vu avec le coronavirus. Et pour sortir de ça et aller vers un imaginaire positif d'émancipation collective, il faut partager l'information entre nous, sortir de l'élite éclairée qui, à mon avis, nous a amenés complètement dans un corner qui fait qu'une partie de la gauche n'arrive plus à parler aux gens et ça se voit dans les élections, mais ce n'est pas perdu. On est capable de le faire et je pense que la mobilisation du 26 va le permettre. Merci beaucoup, Paul Poulain.